It's now my pleasure to introduce Ariane Kroll, she's an editorialist with La Presse. With over 2 decades of experience as a journalist, she has worked as a columnist and reporter for media outlets such as Radio-Canada and LCN, and she has written for various magazines, including L'Actualité and Châtelaine. She reports and writes on a wide range of topics, including the economy, business, consumer affairs, and new technology. A published author, she collaborated with Jacques Nantel on a 2011 book, On veut votre bien et on l'aura, la dangereuse efficacité du marketing. She has a degree in journalism and cinema from Université Laval. Bienvenue, Ariane. Merci beaucoup. Il y a un économiste anglais que j'aime bien qui s'appelle Tim Harford. C'est un formidable vulgarisateur. C'est aussi un économiste qui n'oublie jamais que l'économie, c'est une science sociale, pas une religion. Et il a donné une conférence assez intéressante devant la Royal Statistical Society. On lui avait demandé de parler du Big Data. Alors, son premier exemple, ça a été Google Food Trends. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est une histoire qui a quand même été pas mal rapportée dans la presse scientifique. Il y a à peu près 6 ans, je crois, dans Nature, on a rapporté comment Google Food Trends qui était formidable parce que en agglomérant les recherches que les gens faisaient sur Google, on pouvait prédire les foyers de grippe aux États-Unis avec une précision presque aussi grande que celle du Center for Disease Control, mais au lieu d'avoir un délai de 1 à 2 semaines, c'était à peu près 24 heures. Donc, c'était formidable, et puis, bon, l'avenir on était rendu là. C'est le genre d'histoire que les journalistes adorent. C'est simple, ça parle au public, ça a été largement rapporté. Mais il a fallu faire un ajustement un peu plus d'1 an après ça parce qu'on s'est aperçu que ça commençait sérieusement à dévier. En fait, on était rendu que le Google Food Trends nous donnait 2 fois plus de cas de grippe qu'il y en avait en réalité, en tout cas que le Center for Disease Control en détectait. Alors, je ne sais pas si l'algorithme avait oublié de prendre en compte les hypochondriaques ou peut-être les gens qui veulent vérifier les prix des médicaments, mais ça ne marchait plus du tout. Enfin, l'expérience s'est arrêtée là. Je ne veux pas du tout dire du mal du Big Data, que je trouve une notion formidable, en particulier en consommation, si on est capable de suivre en temps réel ce que les gens consomment, que ce soit par leur carte de crédit ou par une énorme chaîne de supermarchés, c'est fabuleux. Un des problèmes, c'est que ce sont des données privées que les compagnies gardent généralement pour elles, qu'elles utilisent à leur fin, parce que c'est elles qui investissent pour les trouver. Bon, des fois, elles en relâchent des bribes pour attirer l'attention ou parce que c'est intéressant, elles vont peut-être le partager un peu, mais ni les chercheurs ni les journalistes ont accès, ne peuvent pas regarder, traiter, poser de nouvelles questions à ces données. Et en plus, cette histoire de Google Food Trends nous a appris que ce n'est pas parce que vous avez toutes les données que vous pouvez imaginer sur un sujet que ça va être meilleur qu'un échantillon qui va être bien calibré. Alors, c'est une des caractéristiques du Big Data qui, en fait, nous oblige à considérer qu'il n'y a pas que ça ne va pas être la solution qui va tout remplacer. C'est très à la mode chez les compagnies, on parle beaucoup du big data, il y a des consultants qui vivent de ça, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de aussi quelque chose que j'appellerais le mini-data. Personnellement, dans mon travail, il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un communiqué de presse d'une compagnie qui veut attirer l'attention sur un fabuleux sondage qu'elle a commandé. Et donc là, il y a quelques éléments qui ressortent sur, bon, souvent je vais remarquer ceux sur la consommation. Il n'y a pas à dire sur la méthode, généralement, c'est fait par des maisons de sondage sérieuses et je pense que c'est bien fait, c'est respectueux des normes, mais en fait, c'est assez pointu. Par exemple, moi, quelques jours avant Noël, ça m'arrange un peu que des banques aient demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez, combien vous pensez dépenser pour vos cadeaux de Noël, est-ce que ça va être plus ou moins que l'an dernier, allez-vous vous endetter? À quelques jours de Noël, je vous avouerai qu'on n'a pas des masses de sujets, puis c'est le genre de sujet que les gens ont envie de lire, alors moi, je trouve ça intéressant de reprendre ça, puis d'intégrer ça avec d'autres données, puis d'en parler. D'autant que les données sur les ventes au détail de Statistique Canada ne sont pas sorties au mois de décembre. D'ailleurs, le mois de décembre n'est pas terminé. Cela dit, l'agglomération de toutes les données qu'on peut avoir par un échantillon de Big Data, plus une collection de
mini-data comme ça fait vraiment pas un portrait complet de la réalité. Parce qu'évidemment, si une banque commandite un sondage, c'est pas ça qui va faire ressortir qu'il y a des gens qui n'achèteront pas de cadeaux parce qu'ils ont perdu leur emploi ou qu'ils n'ont pas assez d'argent ou qu'ils sont tout seuls dans un CHSLD puis qu'il n'y a personne qui vient les voir et qui ne vont pas acheter de cadeaux. Donc, c'est vraiment des portions très congrues de la réalité et c'est plein d'exemples comme ça qui nous font réaliser, en tout cas nous, dans notre travail de journaliste, puis on l'a réalisé encore plus avec tout ce qui s'est passé avec le recensement de 2011, que c'est pas parce qu'on a des données, puis qu'on en a de plus en plus, puis qu'on nous en donne littéralement, que c'est partagé, que c'est brandi de partout, que ça peut remplacer un questionnaire long d'un recensement obligatoire. Il y a une expression en anglais que j'aime bien, que je vais essayer de ne pas trop massacrer, c'est le Who pays the fiddlers calls a tune. Si on pourrait dire en québécois que si vous payez le DJ, c'est vous qui choisissez toutes les chansons que vous voulez. Qui paye le sondage choisit les questions, choisit l'angle, et si on n'a que ça, si on n'avait que ça, on aurait vraiment un portrait très limité de la réalité. On m'a demandé de parler du point de vue, qu'est-ce que ça a été toute la question, la controverse autour du recensement de 2011. Moi, j'ai commencé à couvrir ça, j'étais déjà à l'éditorial en 2010 et je me souviens de toute l'histoire avec un peu d'incrédulité. Avec le recul, je vous dirais que ça a été un peu comme un accident au ralenti. Parce qu'à l'été 2010, ça a été, quand le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas la même méthode que d'habitude, nous, on trouvait ça important et on voyait que c'était important par tous les chercheurs, les groupes de tous les côtés, comme ceux qu'on peut identifier à gauche ou à droite, les chambres de commerce, les groupes représentants d'entreprises privées, des chercheurs de tous les domaines qui nous disaient toutes sortes d'exemples, qui disaient « Attention, ça ne va pas aller, il va y avoir des problèmes ». Et nous, on essayait d'expliquer ça au public et il faut donner des exemples concrets si on veut que ça se rende et que ça les intéresse. Et il y a des limites à ce qu'on peut crier au loup à chaque fois et à tous les mois, dire il va y avoir attention, attention, c'est la catastrophe. D'autant qu'on n'aurait pas les réponses de la catastrophe avant passé 2011. Mais quand c'est sorti et qu'on a vu, effectivement, c'était effectivement l'accident. Le taux de réponse qui est passé au-dessus de 93 % à moins de 70 % et surtout, comme les panélistes avant moi l'ont démontré assez bien avec plein d'exemples concrets, on s'est aperçu que de ce portrait de famille qu'on tire une fois aux 5 ans, il y avait des gens qui avaient été complètement effacés. Il y a des Autochtones qui avaient disparu, il y a des villages qui avaient disparu pour certains aspects. Sous certains angles précis, par exemple, le revenu, on avait perdu les jeunes, les personnes âgées, les femmes seules. On avait aussi, sous certaines questions, perdu les femmes, les mères monoparentales. D'un point de vue très éloigné en dehors de la statistique, socialement, c'est un peu inquiétant. C'est vraiment dérangeant comme perspective. Alors, et je tiens aussi, vous avez parlé de l'Institut de la statistique du Québec. L'Institut de la statistique du Québec a fait un document que j'ai trouvé assez formidable, qui nous a beaucoup aidés, nous les journalistes, parce qu'ils ont demandé un peu au ministère, à pas mal de ministères, à des organismes, à des municipalités, à des représentants des municipalités, dites-nous, qu'est-ce qui vous manque une fois qu'on a eu les données du recensement de 2011? Et là, il y avait un inventaire assez concret de toutes sortes d'exemples qui nous permettait d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait comme différence. Parce que je pense qu'ici, tout le monde comprend ça. Même à la limite, on aurait pu faire l'économie d'expliquer pourquoi c'est un problème, mais pour le transmettre au public, c'était un peu plus difficile, mais c'était un défi qu'on trouvait important et je suis vraiment loin d'être la seule. Je crois que tous les médias ont plusieurs journalistes qui ont écrit pour essayer de faire comprendre au public que c'était important. Puis je pense qu'à cause de ça, on va probablement parler plus du nouveau recensement qu'on l'a fait peut-être dans le passé quand cet exercice-là arrivait. Une dernière chose, moi, je ne vous ai pas parlé de politique. Je suis encore stupéfaite à ce jour que quelque chose comme le questionnaire long du recensement et l'obligation du recensement ait fait les manchettes, la controverse, des chroniques, des débats. On a reçu des tas de lettres de toutes sortes de groupes d'intérêt. C'était assez incroyable. Je n'en reviens pas que ce soit devenu un sujet politique. Et j'espère que ça ne se reproduira jamais parce que c'est un peu absurde.